Bonjour, je suis heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Fenech Security Talk, de l'émission Agora News en toute sécurité, qui est consacrée aujourd'hui à un thème particulièrement d'actualité et difficile, intitulé « Dans la tête des djihadistes ». Que se passe-t-il dans la tête des djihadistes, ces nouveaux terroristes? Pour traiter de ce sujet-là, j'ai le plaisir de vous présenter mes deux invités. Guillaume Denoy de Saint-Marc, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier... vous avez publié un livre il y a déjà quelques années, oui. Car je dois rappeler que votre engagement est la création de l'Association française des victimes du terrorisme, la FVT, consécutive à un drame qui vous a touché personnellement, puisque votre propre père est mort dans l'attentat du DC-10 du TA, il y a 30 ans, déjà 30 ans, 1989, et que vous avez mené un combat depuis cette époque-là, et toujours aujourd'hui, contre le terrorisme, bien entendu. Et vous aviez été le négociateur aussi d'indemnisation des victimes auprès du régime Kadhafi. Exact. Et que vous aviez obtenu des résultats. Et vous avez aussi, il faut le dire, érigé un mémorial visible depuis le ciel, en plein milieu du Ténéré, à l'endroit même où il y a eu le crash de l'avion dans lequel votre père avait malheureusement trouvé la mort dans des conditions tragiques. Je vous présente également mon deuxième invité, monsieur le commissaire de police Julien Dufour. Bon. Vous êtes commissaire de police, vous êtes aussi enseignant en criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. Et vous venez donc, vous, de publier cet ouvrage en cœur de notre problématique d'aujourd'hui, Criminels et djihadistes dans la tête des nouveaux terroristes, aux éditions Temporis. En effet. Un ouvrage que je recommande vivement et qui est le fruit d'une enquête que vous avez, d'abord de votre expérience professionnelle, bien entendu, et d'une enquête que vous avez menée au plus près du terrain pour essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, alors... Voilà, d'ailleurs, ma première question s'adresse à vous, vous qui avez rencontré ces jeunes, qui avez enquêté. Comment un jeune, au fond, bascule-t-il dans la radicalisation violente? C'est une question qui est éminemment complexe, mais qui est au cœur des enjeux de notre société. La menace terroriste à laquelle la France fait dorénavant face de manière régulière, latente, est une menace qui nous touche depuis notamment le début des filières syro-irakiennes et qui est une menace d'un nouveau type. C'est une menace qui implique le développement d'une nouvelle idéologie et du basculement intellectuel d'un certain nombre d'enfants de la nation qui vont s'engager pour une cause qu'ils estiment supérieure, qui est une cause terroriste, qui est une cause djihadiste. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à connaître une réitération d'actes terroristes, qui sont des actes de faible intensité, mais qui sont amenés par une propagande extrêmement active, qui a été active et qui l'est encore, et avec des cibles très particulières qui amènent au basculement d'un certain nombre de nos concitoyens. C'est le constat que vous faites également, Guillaume Denoy de Saint-Marc, vous qui aussi rencontrez ces jeunes avec beaucoup de résilience, il faut bien le dire. Effectivement, il y a... Quand je dis ces jeunes, c'est-à-dire ces djihadistes, au fond, hein, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. On en rencontre de différents âges. Je dirais, on rencontre des personnes qui, effectivement, ont une certaine colère et haine. Celles-là, on les rencontre dans les lycées. Et on voit qu'il y a déjà un début de radicalisation. C'est là où on essaie d'intervenir pour arriver à éviter l'irréparable, c'est-à-dire éviter que ces gens basculent. Et on le fait par l'intermédiaire d'un dialogue avec des vraies victimes, parce qu'en fait, ils sont dans une position victimaire. Ils s'enferment, ils justifient leur colère par le fait d'avoir un sentiment réel ou supposé d'injustice, et en général réel. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment d'être discriminés, etc., ce qu'on peut entendre. Mais de là à basculer dans la violence, il y a un pas. Et ils ont en face de nous, c'est-à-dire que nous essayons de les ramener et les maintenir dans une ligne, je dirais, compatible avec les valeurs de la République, ils ont des personnes qui essayent de les recruter et de transformer cette colère en esprit de revanche et de vengeance. Et donc, il nous semble important, à cet âge-là, déjà, de pouvoir travailler sur ce que c'est que d'être victime, comment est-ce qu'on en sort, est-ce que le chemin de la haine est celui qui a le plus d'avenir, ou est-ce qu'il n'y en a pas un autre plus compliqué, qui est celui de la résilience, mais qui est le seul qui a de l'avenir. Enfin, c'est un petit peu la position que nous prenons en faisant rencontrer et en dialoguant. Hein, ça s'appelle terrorisme si on écoutait les victimes, terrorisme si on écoutait les lycéens, ce qui permet vraiment de faire un dialogue et parler d'un sujet qui finalement que personne ne connaît bien et d'arriver
à enlever un tabou, à approcher un peu ce que c'est que le terrorisme dans sa réalité. Et là où on a un impact, parce qu'on le fait aussi en prison pour des gens en voie de radicalisation. Vous allez également dans les milieux pénitentiaires. On va dans les milieux pénitentiaires, Ouais. ça nous semble important. On a été même les premiers à vouloir y aller. Oui. Dès 2000, que je dise pas de bêtises, dès 2011, on s'est inscrit dans le Radicalization Awareness Network, avec vraiment la volonté de créer, de toucher les personnes qui n'étaient pas encore identifiées comme terroristes potentiels, mais pour lesquelles on sentait cette radicalisation. Et nous avons mené une recherche-action en prison de 2015 à 2016 à Fleury-Mérogis et à Osny. Et nous avons rencontré tout le spectre, je dirais, avec ceux qui sont plus radicalisés. Pour nous, il n'y a pas d'espoir. Enfin, il y en aura peut-être un, c'est peut-être compliqué. Mais le but, c'était de ceux qui sont entre deux. Comment est-ce qu'arriver à les ramener Avant le basculement définitif. Avant le basculement définitif. Et on travaillait avec un groupe de détenus où il y avait quelques leaders négatifs qu'on savait perdus, quelques leaders positifs qui étaient des gens qui, au contraire, s'accrochaient encore à un certain nombre de valeurs, et un entre-deux. Et c'est cet entre-deux qu'on travaillait par les faisant interagir avec différents témoins, avec des sociologues, avec... je me rappelle être allé avec Michel Viviorca, il n'y a quand même pas n'importe qui, il a accepté de venir gracieusement avec nous en prison pour débattre avec une dizaine de détenus sur violence légitime et violence illégitime. On a abordé non pas le djihadisme, mais on a abordé le problème des FARC, le problème de TA, tout ça pour pouvoir biaiser un petit peu le sujet. Voilà, c'est toute une série d'impulsions pour arriver à ce que de nous, ce qui se considère comme un groupe, on arrive au jeu, c'est-à-dire moi, quel est mon destin, comment je vais pouvoir reprendre ma vie en sortant de prison. Tout l'objectif, c'est ça. Je pense que c'est extrêmement important parce que la radicalisation, c'est avant tout un process qui est individuel et qui est différent en fonction de chacune des personnes qui peut être réceptive plus ou moins à certains signaux, certains critères. Et on se rend souvent compte de la réalité de la radicalisation lorsqu'elle est arrivée à son terme. Oui. Parce qu'elle va s'exprimer d'une manière ou d'une autre dans des actions, dans des actes, dans des comportements, et parfois dans son but ultime, dans des actions violentes, car toute radicalisation ne mène pas à des actions violentes. Aujourd'hui, c'est une question qui est absolument centrale, et la lutte contre la radicalisation, la prise en compte de la radicalisation, c'est un élément important de la lutte contre le terrorisme. Ce sont deux phénomènes qui sont distincts naturellement, mais qui aujourd'hui sont intimement liés, car nous faisons face à une radicalisation qui est nouvelle, car c'est une radicalisation qui est d'ordre religieuse, d'ordre islamiste sunnite en l'occurrence, et c'est une radicalisation qui, d'une part, peut être importée et amener de l'extérieur sur le territoire national des groupes qui vont monter des actions terroristes. Ou être endogène. Exactement, ce qu'on appelle la menace projetée, c'est ce qui nous a touchés, notamment lors du 13 novembre 2015. Mais ce qui est également préoccupant et qui est aujourd'hui un enjeu extrêmement important, c'est la menace que l'on appelle endogène, c'est-à-dire le passage à l'acte de personnes qui vivent sur notre territoire, qui souvent y sont nés, qui ont grandi, qui ont fréquenté les écoles de la République, mais qui ne se reconnaissent plus ni dans les valeurs de la République, ni dans les couleurs du drapeau national, ni... C'est ce que vous dites, la France victime des siens. Exactement. Les exemples, malheureusement, sont nombreux. Et on note aussi, notamment... Ça a été Mohamed Merah, ça a été Koulibaly, ça a été Mohamed Merah, exactement. On a un premier exemple beaucoup plus lointain, si on peut dire, dès 95, c'était également Khaled Kalkal, ce délinquant lyonnais qui était engagé dans les réseaux du GIA qui nous attaquait alors, qui était finalement une sorte peut-être de signaux faibles dès lors à l'époque. Le présumé auteur des attentats du RER Saint-Michel, on s'en souvient, en 95. Exactement, oui, exactement. Et qui était finalement la première vague d'attentats islamistes. Le premier djihadiste. Le premier djihadiste qui nous ciblait en France. En France. Parce qu'il y avait malheureusement en Algérie. En Algérie, bien sûr. À ce moment-là, il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, je pense. Je pense qu'on a eu un défaut de vision au moment des. Ou peut-être on a cherché à ne pas voir. Oui, on a fait un petit peu. On a essayé on a préféré ne pas regarder. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on n'a pas vu, on a préféré sans doute ne pas regarder, pensant que ça se tarirait. Oui. En réalité, je pense qu'on a eu ça a une été un grande terreau. lâcheté. Vous parlez d'un terreau, vous, dans votre. Je crois qu'il y a eu une dans grande les lâcheté banlieues, notamment. de nous occidentaux. Nous avons une grande lâcheté à ce moment-là, en laissant les Algériens se débrouiller tout seuls
alors que ça a été le démarrage d'une expansion ensuite. C'est bien qui a pris ça, différentes c'est ce formes. que vous pensez également. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a deux sujets qui se posent. Premièrement, il y a, sur la question de ces évolutions intellectuelles, de sa radicalisation, la question du comment tout cela se produit. Ce qu'on a évoqué sont des process qui sont des process individuels, qui demandent à être étudiés, à être compris, parce que c'est évidemment le seul moyen de trouver des réponses qui peuvent être apportées. Mais cela soulève aussi la question du pourquoi nous en sommes arrivés là, et pourquoi finalement aujourd'hui nous constatons un certain nombre de basculements intellectuels, d'évolutions intellectuelles de certains de nos enfants qui peuvent être des délinquants, qui peuvent ne pas être des délinquants, mais qui en viennent à une logique où ils estiment que la société dans laquelle ils souhaitent vivre, c'est la société qui est promise barbare, médiévale, dans une zone de combat syro-irakienne, mais qui est vendue comme finalement un idéal, parce qu'elle est là la vraie question. Oui, il y a une forme de romantisme, on peut dire, pour ces gens qui vont créer l'État islamique, c'est ça. On est bien d'accord. C'est la terre de l'islam. Ce sont une multiplication de recherches individuelles, de parcours individuels, mais qui amènent à se reconnaître dans une société nouvelle qui est proposée. Mais alors, depuis la fin de sens, paradoxalement, il y a une quête de sens pour ces jeunes et qui sont fascinés ou attirés par une solution qui leur paraît simple, évidente et qui leur est vendue. Ils avaient donc un parcours plutôt médiocre, des fois de délinquants, des fois. Et là, on leur promet effectivement de jouer un rôle majeur dans la création d'un. Oui, alors ça peut être un moyen de rédemption aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes délinquants qui ont trouvé un moyen, de ce coup, de pouvoir reprendre un peu un rôle positif alors qu'ils avaient une vision d'eux qui n'était pas forcément fantastique. Mais il y a aussi des personnes qui étaient très brillantes dans les études, qui n'étaient pas forcément musulmans. On a eu des conversions en nombre important, et qui, très sincèrement, pensaient qu'il y avait un nouveau monde qui se créait. Alors, certains ont vite compris la désillusion, mais pas tous. Ça concerne les hommes comme les femmes, d'ailleurs. Hein. On voit beaucoup. Les femmes ont été très actives dans la propagation de cette idéologie, beaucoup plus que les hommes qui étaient plus dans l'action. Mais bon, après, chaque cas est particulier. Encore, c'est très difficile de généraliser, comme vous le dites. Ce sont des parcours individuels. Et pourquoi beaucoup d'adolescents? Parce que ce sont des âges où on se pose des questions. Voilà, il y a un besoin aussi d'aventure. On l'a connu, donc c'est toute une série d'événements. Il y a aussi des jeunes filles qui simplement voulaient se marier et pensaient que c'était un moyen de créer une famille. Donc je dirais que chaque parcours est différent. Et tout ça, vous parlez d'intelligence, la seule façon qu'on a de lutter contre ça, à mon avis, c'est l'intelligence. C'est-à-dire montrer à quel point il y a des mirages derrière, montrer à quel point ça ne tient pas debout, montrer à tel point le monde n'est pas aussi simpliste qu'on vous le présente. Et c'est pour ça que nous, quand on vient en prison avec des victimes souriantes, ne jugeant pas les personnes, on crée un choc narratif, puisque ils ne s'attendent pas à ce qu'on puisse échanger avec eux, qu'on puisse discuter. Ils savent très bien qu'on ne sera jamais amis. D'ailleurs, il nous est arrivé de retrouver les mêmes détenus. On ne sait pas pourquoi ils sont là quand on les rencontre, mais on les retrouve quelquefois, nous, dans le box des parties civiles, eux, dans le box des accusés. Et on se resalue, dit « Ah oui, on s'était vu il y a quelques mois ». Et du coup, il n'y a plus cette haine, parce que la première question qu'ils posent, c'est « Comment fais-tu pour ne pas avoir de haine ?» C'est comme ça qu'ils s'adressent aux victimes. Et donc, il y a une sorte d'empathie envers nous, ils s'aperçoivent que finalement, leur construction idéologique ne tient pas. On leur montre un exemple qui ne correspond pas à la vision simpliste de la société qu'ils ont. Et dès lors qu'on a ça, on peut après travailler pour essayer de déconstruire. Tout le but, c'est de déconstruire l'édifice. Monsieur Dufour, Oui, cette vision de société simpliste et de société finalement extrêmement binaire, manichéenne, c'est le message qui a été très largement diffusé par la propagande djihadiste et qui a amené à un moment donné, en 2015, notamment toute cette période-là, à voir un nombre important, plusieurs centaines, voire plus de nos ressortissants, migrer vers les zones de combat syro-irakiennes pour aller y rechercher une vie nouvelle. Et la particularité à ce moment-là, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la propagande qui était celle des réseaux terroristes à l'époque, de l'État islamique, utilisait finalement les codes de notre société, de nos sociétés occidentales, les codes en termes de médias, d'usage de réseaux sociaux. Et avec grand professionnalisme. Exactement, avec en termes d'émissions vidéo, en termes de diffusion de clips, et surtout des codes qui étaient parlants.
pour les cibles qui étaient visées. Et la particularité de la propagande djihadiste et de ces centrales djihadistes, c'est de réussir à trouver les messages qui parlent aux individus qu'ils souhaitent recruter. Ça a été valable lorsqu'on a connu ces départs en zone syro-irakienne, et c'est valable aujourd'hui, et c'est ce que j'essaie de retracer dans mon ouvrage, c'est valable dans un certain nombre de nos territoires, sur nos territoires. C'est justement la question, Julien Dufour et Guillaume de Noix-de-Saint-Marc, je souhaitais vous poser l'un à l'autre. Est-ce que depuis la reddition militaire, depuis la fin de Raqqa et de Mossoul, des territoires de cet État islamique autoproclamé, est-ce que vous avez constaté aujourd'hui une différence? Est-ce qu'il y a moins de jeunes maintenant qui regardent de ce côté-là? Ou est-ce que pour autant la menace et cette dérive existent toujours? Ce sont alors à la fois deux sujets différents. Oui. Moins de jeunes qui regardent de ce côté-là, la réponse est oui, tout simplement parce que la capacité à s'y rendre et à rentrer, d'une part, dans la construction d'une société idéalisée aujourd'hui est quand même un peu plus délicat, et les capacités de se rendre également sur zone sont beaucoup plus difficiles. Il y a un énorme travail, peut-être que l'on y reviendra tout à l'heure, des services de l'État et des plans qui ont été mis en œuvre justement pour faire face à ça. Maintenant, attention, la défaite militaire de l'État islamique en zone syro-irakienne ne signifie pas la fin de la menace terroriste et la fin de la menace de l'État islamique. Ni de l'idéologie. Et moins encore de l'idéologie. Regardez Al-Qaïda qui existe toujours alors que... Car lorsqu'on parle d'idéologie, on parle effectivement de process intellectuel qui a amené à adhérer à une idéologie qui est violente. Et on peut tout à fait avoir des personnes qui ne sont plus sur zone ou qui ne combattent pas, mais qui ne sont pas moins tout autant convaincus du bien fondé de l'idéologie de laquelle ils se revendiquent. On pourrait citer le dernier exemple, vous êtes lyonnais, l'attentat qui a été commis à Lyon par un jeune qui n'avait jamais séjourné ou répondu à un appel de se rendre sur zone, et qui pourtant est passé à l'acte. Et ce que l'on constate, c'est des profils qui sont extrêmement variés, avec... pour un certain nombre, des profils qui sont des profils de délinquants, de petits délinquants, de délinquants récidivistes, mais en tout cas, j'allais dire de délinquants sans envergure, qui sont inscrits dans une carrière particulière. La question, c'est que faire, et je me retourne vers Guillaume de Noix-de-Saint-Marc, est-ce que à moins que vous vouliez préciser autre chose, pour rajouter quelque chose, c'est que je dirais la capacité opérationnelle de Daesh a disparu. Et donc, on a effectivement des tentatives beaucoup moins construites, beaucoup moins élaborées. Il y a tout un travail de sécurité grâce à nos militaires, nos policiers, etc., qui fait qu'on est beaucoup moins naïf qu'on a été à une époque. L'idéologie reste là. On prend beaucoup de temps avant de comprendre que cette idéologie, même si elle est légale dans le sens où elle a le droit d'avoir des opinions, il faut lutter contre elle pour expliquer à quel point elle est incompatible avec nos valeurs. Et là, je crois que même certains pays du Nord, qui jusqu'ici étaient assez naïfs, on va dire, commencent maintenant enfin à comprendre qu'il faut lutter contre cette idéologie, bien sûr pas par des façons armées, mais par l'intelligence, par l'éducation. Et ça a mis du temps à venir. Et puis, ce qui est malheureux, c'est que ça a développé d'autres formes d'extrémisme, qui sont notamment des extrémismes d'extrême droite, voire d'extrême gauche, qui commencent maintenant à devenir des menaces, notamment dans les pays du nord de l'Europe, mais aussi, on l'a vu en France, il y a des inquiétudes parce que ça a permis une émergence d'une autre forme de radicalité, qui est celle de l'extrême droite en particulier. Donc on est toujours avec la crainte d'une confrontation. Avec la volonté d'une confrontation. On l'a bien vu d'ailleurs au moment des élections françaises. Il y avait volonté d'un affrontement entre ces deux visions du monde. Donc il est important, très important, d'arriver à calmer tout ça et arriver à ce qu'on recrée des ponts là où les terroristes essayent de nous cliver. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. On est bien d'accord. La réponse à la problématique terroriste qui nous touche, elle est de deux ordres. De manière immédiate, de manière conjoncturelle, c'est le travail extrêmement important qui est fait par nos services de sécurité, nos services de renseignement, nos services de police, de gendarmerie, nos services militaires également sur les théâtres d'opérations extérieures. Ça, c'est une réponse immédiate. Mais la réponse à plus long terme, elle va très largement au-delà de cette réponse judiciaire ou policière. C'est une réponse, comme vous l'avez indiqué, qui passe par l'éducation, mais au-delà de ça, par un projet de société. Puisque finalement, ce vers quoi se tournent tous ces individus qui rentrent dans la radicalité religieuse ou dans l'action terroriste, c'est la quête d'un idéal, c'est la quête de sens, c'est la quête de lien social qui se crée de manière différente,
selon qu'on est en détention, selon qu'on est, on peut en parler, selon qu'on est dans certaines banlieues, où on voit qu'on a un communautarisme qui se développe, mais qui est créateur de liens qui existaient auparavant de manière différente, qui étaient peut-être un lien politique. On parlait des banlieues rouges il y a de nombreuses années, qui est un lien qui évolue. Mais c'est cette question-là qui est absolument centrale. Vous avez exercé en Seine-Saint-Denis vous-même, oui. Exactement. Oui. C'est cette question-là qui est centrale, mais qui est un peu à l'image des fractures qui peuvent également toucher notre pays, qui est ce lien social qui doit se créer sous des valeurs qui sont des valeurs partagées, communes. Exact. Et ça, c'est un vrai sujet à long terme, parce qu'il implique naturellement une réponse immédiate policière, judiciaire. Et actuellement, le travail qui est fait n'est malheureusement pas infaillible, mais en tout cas est garant d'une sécurité extrêmement élevée pour nos concitoyens. Je pense qu'il faut également pouvoir le dire. Mais à plus long terme, c'est naturellement par l'instruction, par l'éducation, par la socialisation, par les valeurs que l'on pourra enseigner, que la réponse passera. Et c'est précisément ce qu'ont compris nos ennemis terroristes, parce que c'est également à leur tour leur levier d'action dans le cadre de l'éducation qui est donnée, qui est une éducation rigoriste, qui est une éducation manichéenne, qui est une éducation religieuse, extrémiste, qui est délivrée aux plus jeunes générations dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de lieux, et qui vise aussi à travailler l'avenir. Tout à fait. Alors, je voudrais, le temps passe, et je voudrais quand même avoir votre avis aussi sur le rapport tout récent qui vient d'être rendu par mission parlementaire sur la contamination, l'infiltration de nos services publics. Vous avez des agents des services publics ou des sociétés de sous-traitants, par exemple, on pense aux aéroports, etc., qui sont touchés par le phénomène de radicalisation. Et pas uniquement les banlieues ou les petits jeunes, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez vu ça, quel est votre sentiment? Est-ce que vraiment il y a un risque aussi de contamination de nos institutions je crois que ce qui est important, c'est que maintenant, on a commencé à regarder. On n'est plus aveugle, c'est-à-dire qu'il y avait un moment... Ça sera le mot de conclusion. Hein. Il y a un moment, je dirais, où on ne cherchait pas vraiment à savoir. On était, je dirais, la société en général était plutôt... Puisque nous sommes plutôt des gentils, entre guillemets, ouverts, on disait on peut s'adapter, on peut voir comment on peut faire. Je me rappelle, moi, avoir beaucoup travaillé avec la ville de Sarcelles, avec tous les agents publics, et c'est vrai qu'on a pu détecter des personnes qui étaient complètement à l'opposé de ce qu'on essayait de leur montrer. On faisait rencontrer des victimes du terrorisme, des juges antiterroristes, des parents de gens qui étaient partis en Syrie, pour donner une image globale du problème. On avait des séances qui étaient « je suis Charlie, je ne suis pas Charlie » pour qu'on puisse débattre de tout ça. Et il y avait quelques personnes qui étaient complètement à l'opposé de ça et qu'on contrait. On sentait qu'on mettait la main dans une fourmilière. C'est-à-dire qu'il y avait un travail opposé qui était fait sous prétexte de liberté, sous prétexte de différentes choses, mais qui est contre les valeurs de la République. C'est-à-dire que l'égalité homme-femme n'existait plus. Enfin, il y a un certain nombre de principes qu'il faut qu'on affirme et qu'il faut qu'on défende. Tout à fait. Tout simplement. Votre mot de conclusion, Julien Dufour? Oui, écoutez, je pense qu'on détecte ce que l'on sait chercher. Donc, naturellement, on a aujourd'hui une vision qui est plus appuyée sur ces questions-là. Donc, il est évident qu'on a on en verra à la fin ou pas plus. C'est à nous de faire, c'est à nous de construire l'avenir et de faire que l'on en verra à la fin. Toujours est-il que la France fait vraiment figure de précurseur en la matière, car finalement, depuis 2015, la France n'a cessé de créer du droit, mais de créer des process dans ce cadre de cette lutte contre cette radicalisation et cette menace terroriste, qui fait pour le coup de la France un pays moteur en la matière vis-à-vis de nos partenaires étrangers, mais également vis-à-vis de nous-mêmes. Et nous bâtissons étape par étape sur le socle qui était celui qui a été créé par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, qui a posé les bases finalement du dispositif actuel qui ne cesse de s'adapter aux exigences et de s'améliorer. Mais écoutez, voilà le mot de conclusion, mais il n'en reste pas moins que c'est encore un défi majeur pour notre société d'éradiquer cette idéologie morbide. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup, c'était très éclairant, vos témoignages, votre expérience. Cette émission touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous au mois de septembre et je vous souhaite d'ici là un bel été. Au revoir.